Wind is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. 60 millions de dollars. C'est ce que Tony Beats vient de réaliser avoir laissé passer. Le Viking du Yukon, l'homme qui n'admet jamais la faiblesse, brise enfin le silence sur une découverte qui le hante au quotidien. Ce qu'il a découverte et ce qu'il a fait ensuite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le mineur le plus riche d'Alaska. La confession, le 17 octobre 2024. La température à Dawson City était déjà descendue en dessous de zéro. Premier signe annonciateur d'un nouvel hiver yukonais. Dans son bureau à Paradise Hill, Tony Beats, les yeux rivés sur des rapports de production qui auraient dû satisfaire n'importe quel mineur, était au rendez-vous. La drague tournait à plein régime, les chiffres étaient excellents, la concession était rentable. Mais Tony ne pensait pas alors. Il repensait à ce qu'il avait gâché 3 ans plus tôt, à une décision si catastrophique que même après 5 décennies à conquérir le Klondike, il n'arrivait toujours pas à en mesurer les dégâts. Les caméras de la rouée vers l'or tournaient lorsque Tony a finalement craqué. Pendant 14 saisons, Discovery Channel avait documenté l'empire de la famille Beats. Chaque triomphe, chaque panne mécanique, chaque catastrophe évitée de justesse, il avait survécu grâce à sa seule force de volonté. Mais ils n'avaient jamais vu ce Tony Beats sous ce jour-là. Le mineur de 73 ans, la tête entre les mains, prononça des mots que personne n'avait jamais entendus de la bouche du Viking. « J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie », dit-il d'une voix basse, « et je me mens à moi-même depuis 3 ans. » Monica Beats fut la première à comprendre la gravité de la situation. Elle avait vu son père encaisser sans sourciller des pertes qui auraient mis fin à des opérations moins importantes. Inundations, drugs and panic, arrêts réglementaires, mutineries d'équipage. Rien de tout cela ne l'avait jamais ébranlé. Mais ça, Tony avait réuni tout le monde. Monica, son mari Mike, Kevin, Bianca et Minnie, son épouse depuis plus de 50 ans. Quoi qu'il se préparât, il voulait qu'il l'apprenne de lui avant le reste du monde. « De quoi parles-tu » demanda Monica, l'inquiétude brisant son calme habituel. Tony prit un dossier épais rempli de rapports géologiques, de dissertations et de documents juridiques. 16 mains, endurcies par la terre gelée et l'acier, tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. « Paradise Hill », dit-il. Lorsque nous avons acquis la concession en 2018, l'étude géologique a révélé la présence d'or de bonne qualité. Je vous l'avais dit, c'est sur cette base que nous avons tout bâti. Il marqua une pause, mais ce n'est pas ce que j'ai constaté lorsque nous avons atteint le socle rocheux pour la première fois en 2021. Un silence pesant s'installa. Paradise Hill n'était pas un simple projet immobilier, c'était le projet phare de Tony. Des millions y avaient été investis. Les infrastructures ont été déplacées, un avenir tracé pour les décennies à venir. La version officielle avait toujours été simple. Le terrain était bon, le plan était solide. La famille était en sécurité. Kevin finit par prendre la parole. « Qu'as-tu trouvé? » Tony leva les yeux, l'angoisse se lisant clairement dans son regard. « J'ai trouvé de l'or, » dit-il. « Mais ce n'était pas la chose la plus précieuse sous terre, admit-il, et j'ai fait le mauvais choix. » La salle retint son souffle tandis que Tony portait le coup fatal. J'ai pris une décision que je croyais nécessaire pour protéger ma famille. Au lieu de cela, elle va nous coûter tout ce que j'ai mis 50 ans à construire. Et à cet instant précis, le sol sous les pieds de Paradise Hill a déraillé. Non pas par la machinerie, mais par la vérité. La découverte qui a tout changé. La plus grosse erreur de Tony a été amorcée au printemps 2021. Lorsque la famille Beats a dragué pour la première fois les parties les plus profondes de Paradise Hill, ce qui a été diffusé dans l'émission Gold Rush a révélé une histoire familière. Le substratum rocheux a finalement été atteint. De l'or de bonne qualité a été récupéré. L'équipage célèbre une nouvelle victoire durement acquise, mais cette version était incomplète. Les épisodes n'ont jamais montré ce qui avait émergé du sol. Dès son apparition, Tony Beats a ordonné l'arrêt des caméras, invoquant des raisons techniques. Ce qui a surgi du sol ce jour-là n'a jamais été diffusé. Et la décision de garder le secret allait déterminer tout ce qui allait suivre. Ce que Tony découvrit, mêlé au gravier aurifère au pied de Paradise Hill, c'était des roches qui n'avaient rien à faire là. Elles étaient sombres, presque noires, avec un éclat métallique qui ne ressemblait à rien d'autre dans le Klondike. Tony travaillait dans les mines depuis assez longtemps pour reconnaître une géologie inhabituelle. Et ces spécimens étaient plus qu'inhabituels. Ils étaient denses, bien plus lourds que la roche normale. Et lorsqu'il les examina de près, Tony remarqua quelque chose qui le fit sursauter. Elles étaient magnétiques.
Tony avait remonté environ 135 kilos de cette étrange matière lors de cette première grande opération de dragage. Il l'avait séparé de l'or, entreposé dans un conteneur sécurisé, et avait fait appel à un géologue avec lequel il collaborait depuis des années, le Dr. Richard Chen, spécialiste de la minéralogie du Klondike. Les conclusions du Dr. Chen, après analyse des échantillons, auraient dû faire de Tony l'homme le plus riche du Yukon. Au lieu de cela a déclenché une série de décisions catastrophiques qui allaient tenter Tony toute sa vie. Les roches étaient d'origine météorique. Pas n'importe quelle météorite, mais une météorite d'un type particulier appelé palisite. Une forme rare de météorite de fer pierreuse contenant des cristaux d'olivine enchâssés dans une matrice de nickel et de fer. Les palisites comptent parmi les roches spatiales les plus belles et les plus précieuses connues, prisées des collectionneurs comme des scientifiques. Mais ce qui rendait ces échantillons particuliers extraordinaires, c'était leur taille et leur pureté. Le Dr. Chen estimait que si une masse principale était enfouie à Paradise Hill, il pourrait s'agir de l'une des plus importantes découvertes de météorites de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et ce n'était pas tout. Mêlés aux fragments de palisite, on a trouvé des échantillons de terres rares, notamment d'europium et de terbium, des matériaux essentiels à l'électronique moderne, aux énergies renouvelables et aux applications militaires. Ces éléments sont notoirement difficiles à trouver en gisements concentrés, et leur valeur marchande avait explosé en raison de la demande croissante et de l'offre mondiale limitée. L'analyse préliminaire du Dr. Chen suggérait que Paradise Hill pourrait receler un gisement d'une valeur de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, rien qu'en terres rares. La première réaction de Tony fut l'enthousiasme. Il avait découvert quelque chose de potentiellement plus précieux que tout l'or qu'il avait extrait du Klondike. Mais son enthousiasme fit rapidement place à l'inquiétude lorsque le Dr. Chen lui expliqua les complications. L'extraction de matériaux météoriques et de terres rares était très différente de l'extraction de l'or. Cela nécessitait des permis différents, du matériel différent et une expertise différente. Cela attirerait également l'attention des gouvernements, des universités et des sociétés minières internationales qui seraient très intéressées par la revendication de Tony. Plus inquiétant encore était l'avertissement du Dr. Chen concernant la juridiction et la propriété. Le statut juridique des météorites découvertes sur les concessions minières était complexe et controversé. Certains estimaient que, étant des objets extraterrestres, les météorites appartenaient à l'humanité et devaient être préservés à des fins scientifiques plutôt que lucratives. L'exploitation des terres rares suscitait également des inquiétudes. Elle était fortement réglementée en raison de son impact environnemental et de son importance stratégique pour la sécurité nationale. Tony était face à un choix. Il pouvait déclarer sa découverte, se soumettre aux contrôles réglementaires et juridiques qui en découleraient et potentiellement se battre pendant des années pour extraire et vendre ce qu'il avait trouvé. Ou bien, il pouvait garder le silence, se concentrer sur l'exploitation aurifère qu'il connaissait et maîtrisait, et éviter les complications qui pourraient paralyser toute son activité à Paradise Hill pendant que des avocats et des bureaucrates démêleraient de la question de la propriété des roches extraterrestres et des minéraux stratégiques. Tony prit sa décision en moins de 24 heures. Il paya le Dr. Chen pour son silence par une somme importante et lui promit un pourcentage s'il parvenait un jour à exploiter les ressources autres que l'or. Il ordonna la mise sous clé des échantillons de météorites et de terres rares. Il ordonna à son équipe de considérer tout matériau inhabituel comme un déchet et de le jeter dans les terrils sans l'examiner de près. Il ne dit rien à sa famille, affirmant que Paradise Hill n'était qu'un bon gisement d'or. Rien de plus. Pendant 3 ans, la situation est restée inchangée. Paradise Hill produisait de l'or, générait des revenus et assurait la rentabilité de l'Empire Beats. Tony dormait mal, conscient de ce qui se cachait sous son entreprise. Mais il se disait qu'il avait fait le choix le plus pragmatique. Mieux valait avoir une mine d'or en activité que de tout risquer à la poursuite de complications inconnues liées aux roches spatiales et aux minéraux rares. Mais en août 2024, tout a basculé. Le Dr. Chen est décédé subitement d'une crise cardiaque et sa succession a commencé à liquider ses biens, notamment ses dossiers de recherche privés. Parmi ces dossiers figurait son analyse des échantillons de Paradise Hill, comprenant des photographies, les résultats d'analyse et des estimations de la valeur des gisements. Ces dossiers ont été acquis par un cabinet de conseil en géologie qui en a immédiatement perçu l'importance et a entrepris l'étude de la géologie de Paradise Hill à partir de données topographiques publiques.
La décision. Lorsque Tony a choisi d'enfouir la vérité sur Paradise Hill, il pensait agir avec pragmatisme. Il avait passé 50 ans au Klondike, vu d'innombrables mineurs ruinés non par manque d'or, mais par des complications avec le gouvernement, la réglementation, les procès et des partenariats qui avaient mal tourné. Tony avait bâti son empire sur la simplicité. Trouver de l'or, extraire de l'or, vendre de l'or. Tout le reste n'était qu'une distraction qui pouvait vous mener à votre perte. La nuit suivant la confirmation par le Dr Chen de la nature de ces roches étranges, Tony resta seul dans son bureau, occupé à des calculs de plus en plus inquiétants. S'il annonçait la découverte de la météorite et des terres rares, Paradise Hill serait immédiatement fermé le temps de l'enquête. Le gouvernement territorial du Yukon exigerait des échantillons. Le gouvernement fédéral canadien interviendrait en raison de l'importance stratégique des terres rares. Des chercheurs internationaux exigeraient l'accès au site pour mener des études scientifiques. La procédure d'autorisation à elle seule pouvait prendre de 5 à 10 ans. Tony avait déjà plus de 70 ans. Souhaitait-il passer le reste de sa vie professionnelle à se battre contre des bureaucrates et des avocats plutôt que de travailler dans les mines? Et rien ne garantissait qu'il gagnerait ses combats. La jurisprudence concernant la propriété des météorites sur les concessions minières privées était pour le moins floue. Tony risquait de tout perdre, ayant sacrifié son exploitation aurifère pour des roches spatiales qu'il ne pourrait jamais vendre. Il y avait aussi la question de sa famille et de son équipe. Paradise Hill employait des dizaines de personnes, des familles qui dépendaient d'un travail et d'un revenu stable. Si Tony interrompait les opérations pour se consacrer à la recherche de météorites et de terres rares, ces personnes en souffriraient. Kevin venait de s'engager à gérer Paradise Hill sur le long terme. Monica et Mike construisaient leur vie autour de l'entreprise minière familiale. Était-il juste de compromettre la stabilité de tous pour un projet qui ne serait peut-être jamais rentable? Tony justifia son silence en invoquant ses considérations pratiques. Il se disait qu'il protégeait de sa famille, son équipe, son héritage. Il était persuadé que maintenir Paradise Hill en activité comme mine d'or était le choix responsable, le choix judicieux, le choix qu'un homme fort de plusieurs décennies d'expérience aurait fait. Il avait enfoui la vérité si profondément qu'il en était presque convaincu par ses propres justifications. Mais il y avait un autre facteur que Tony refusait d'admettre, même à lui-même. La peur. Malgré sa légendaire force de caractère, le Viking du Yukon redoutait les conséquences d'une annonce de découverte. Cela attirerait l'attention non seulement sur Paradise Hill, mais aussi sur toutes ses opérations. Les autorités minières examineraient chaque aspect de son activité. Les groupes environnementaux enquêteraient sur ses pratiques. Ses concurrents chercheraient des moyens de contester ses affirmations ou de s'immiscer dans tout projet d'exploitation de météorites ou de terres rares. Tony avait travaillé pendant des décennies dans un environnement réglementaire relativement simple où l'exploitation aurifère était comprise et acceptée. Cette nouvelle découverte allait le propulser sur la scène internationale, l'entraînant dans des négociations complexes avec des gouvernements et des entreprises bien plus riches que lui. Tony Beats était peut-être le plus grand exploitant de Dawson City, mais il ne serait qu'un petit acteur sur le marché mondial des terres rares. Cela le terrifiait plus qu'il ne l'avouerait jamais. Alors Tony passa l'appel. Il ordonna au Dr Chen de garder le silence. Il a dissimulé les échantillons dans un entrepôt sécurisé à l'écart de ses propriétés minières. Il a ordonné à son équipe de poursuivre l'exploitation aurifère comme à l'accoutumée et de se débarrasser de tout matériau inhabituel sans l'examiner. Puis, devant les caméras de l'émission Gold Rush, il a souri et parlé du succès de Paradise Hill, tout en sachant qu'il possédait une fortune qu'il avait choisi d'ignorer. La première année, la décision de Tony sembla justifiée. Paradise Hill produisait de l'or en bonne quantité. L'exploitation se déroulait sans accroc. Aucune complication ne survint. Tony se persuada qu'il avait fait le bon choix, que son instinct l'avait guidé. Mais dès la deuxième année, le doute commença à s'insinuer. Le prix des terres rares continuait de grimper. Les articles relatant la découverte de météorites lors de ventes aux enchères faisaient état de valeurs en constante augmentation. Tony se mit à faire des calculs, essayant d'estimer la valeur que pourrait avoir cette météorite de Paradise Hill s'il avait pu la développer et la vendre légalement. Les chiffres étaient astronomiques. Un seul kilogramme de météorite de palésite pouvait se vendre entre 10 et 20 $ aux collectionneurs. Si Paradise Hill contenait la masse principale que les fragments laissaient supposer, Tony pourrait se retrouver avec plusieurs tonnes de matière valant des millions.
Si les gisements de terres rares étaient aussi riches que l'indiquait l'analyse préliminaire du Dr. Chen, ils pourraient valoir encore plus. Au total, Tony avait potentiellement laissé passer un gisement d'une valeur comprise entre 50 et 5 millions de dollars. Au bout de 3 ans, ces justifications commençaient à perdre de leur attrait. La production d'or de Paradise Hill était bonne, mais sans plus. Le gisement finirait par s'épuiser, probablement d'ici 1 ou 2 décennies. Et après, Tony aurait extrait tout l'or, laissant les matériaux vraiment précieux intacts, enfouis sous des millions de tonnes de résidus miniers qui rendraient leur récupération exponentiellement plus coûteuse, voire impossible. Minnie remarqua le changement chez son mari. Tony était devenu renfermé, irritable d'une manière inhabituelle, même pour celui qui était réputé pour son caractère colérique. Il s'en prenait aux membres de l'équipe pour des broutilles. Il remettait en question ses décisions d'une manière inhabituelle pour lui. Minnie lui demandait sans cesse ce qui n'allait pas, mais Tony éludait la question, prétextant la fatigue ou le stress liés aux objectifs de production. En réalité, Tony avait compris son erreur, mais il s'en sentait prisonnier. Comment pouvait-il avouer à sa famille avoir découvert quelque chose d'extraordinaire et l'avoir caché? Comment pouvait-il expliquer à Kevin et Monica qu'ils avaient travaillé à Paradise Hill pendant 3 ans sans en connaître la véritable valeur? Comment pouvait-il justifier sa décision auprès de qui que ce soit, y compris auprès de lui-même, alors que la valeur marchande de ce qu'il avait enterré ne cessait d'augmenter? Vivre avec la vérité. Le poids du secret changea Tony d'une manière que la famille Beats ne comprenait pas vraiment. Mais au final, ils le ressentirent tous de la même façon. L'homme qui avait bâti sa réputation sur l'instinct et une certitude brute, le Viking qui prenait des décisions en un clin d'œil et en assumait les conséquences sans remords, commença à hésiter. Il restait de longs moments debout à Paradise Hill, à regarder la drague creuser méthodiquement le sol gelé, les mains sur les hanches, la mâchoire serrée, le regard absente. L'équipage le remarqua. Ils en parlaient à voix basse en l'absence de Tony. Tony Beats était censé être inébranlable, une force de la nature taillée dans le même pergélisol qu'il exploitait, mais quelque chose en lui s'était fissuré. L'hésitation était d'abord subtile, un appel retardé, une réparation reportée. Une décision qui aurait autrefois été instinctive était désormais remise en question à 2, voire 3 reprises. Tony a commencé à interrompre les opérations plus tôt que prévu, même les jours où les conditions étaient encore favorables. Il invoquait des problèmes d'approvisionnement en carburant, des conditions météorologiques changeantes et la vétusté du matériel. Les excuses étaient plausibles, mais elles ne correspondaient pas à l'homme que sa famille connaissait. Kevin fut le premier à le confronter. C'était en juin 2023, après que Tony eut brusquement fermé Paradise Hill pendant une journée entière sans explication. Kevin le coinça près des réservoirs de carburant, la frustration faisant céder des années de retenue. « Mais qu'est-ce qui te prend? » s'écria Kevin. « On ne coupe pas tout comme ça. Tu n'es plus toi-même depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu nous caches? » Un instant, juste un instant, Tony faillit le dire. Les mots lui pesaient sur la poitrine, implorant de s'échapper. « J'ai trouvé quelque chose. Je l'ai caché. J'ai fait le mauvais choix. J'ai peut-être anéanti tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Il voyait l'avenir se briser sous ses yeux s'il parlait. Les questions. La colère. La déception. Alors il a ravalé sa colère. Il parla plutôt de marché, d'incertitude, de prudence. Kevin écoutait, sceptique, mais conscient des limites qu'il ne fallait pas franchir lorsqu'on insistait auprès de son père. Dans la famille Beats, on apprenait très tôt que le silence de Tony, une fois choisi, était inébranlable. Monica constata le changement tout aussi clairement. Son père avait toujours été implacable, mais concentré, exigeant, mais perspicace. À présent, il semblait distrait, comme un homme agissant par automatisme tandis que son esprit repassait en boucle un désastre personnel. Elle l'interrogeait sur la stratégie de production ou la planification à long terme, et Tony marquait une pause, trop longue, avant de répondre. Parfois, il lui demandait de répéter la question. D'autres fois, ses réponses paraissaient plus modestes, plus prudentes, presque timides pour Tony Beats. Le plus dur fut pour Minnie. Ils avaient tout construit ensemble. 50 ans de mariage, 50 ans de risques partagés, de victoires partagées, d'échecs partagés, surmontés côte à côte. Minnie connaissait Tony mieux que quiconque. Elle percevait le vide de ses paroles rassurantes, voyait le poids de ses épaules lorsqu'il se croyait seul. La nuit, quand la maison était silencieuse, elle attendait qu'il prenne la parole, qu'il laisse enfin éclater la vérité. Mais Tony en était incapable.
Il se répétait qu'il la protégeait, qu'il protégeait les enfants, qu'il protégeait la famille des conséquences d'une décision qu'il jugeait encore, même dans ses pires moments, impardonnable. Minnie n'insiste pas, mais la distance s'accrut malgré tout, un silence pesant s'installant entre eux, empli de tout ce qu'il refusait d'exprimer. Ce qui rendait la chose insupportable, c'était la performance. Les caméras de Gold Rush tournaient sans cesse. Tony devait rugir, jurer et prendre des pauses. Il devait célébrer les butins d'or et les commandes de navires et incarner le Viking que le monde attendait. Les producteurs voulaient du drame, du conflit, du triomphe. Tony a tout donné, tout en se sentant comme un imposteur. La véritable histoire de Paradise Hill, celle qui comptait, était celle qu'il ne pouvait pas raconter. La tension commençait à se faire sentir physiquement. Tony dormait mal, voire pas du tout. Il restait éveillé la nuit, à faire des calculs interminables. Soit chante million, soit chante Dix million. Peut-être plus. De quoi tout changer. De quoi garantir l'avenir qu'il avait toujours promis à sa famille. De quoi redéfinir sa place dans l'histoire minière. Durant la journée, il s'épuisait au travail, espérant que la fatigue l'apaiserait. Il n'en fut rien. Les calculs le poursuivaient sans cesse. Chaque once d'or extraite de Paradise Hill lui paraissait désormais insignifiante, presque insultante, comparée à ce qui restait intact sous terre. Les cauchemars commencèrent véritablement cet hiver-là. Dans ces cauchemars, quelqu'un d'autre faisait la découverte. Un mineur voisin, un inspecteur du gouvernement, un inconnu qui reconnaissait ce que Tony avait enterré et le revendiquait publiquement. Dans ses rêves, Tony observait, impuissante, l'explosion des gros titres, l'incrédulité des experts, et son nom devenir synonyme non pas de génie, mais de la pire décision de l'histoire du Klondike. Il se réveilla trempé de sueur, le cœur battant la chamade, le bruit de foreuses imaginaires résonnant dans ses oreilles. Puis le marché bascula. Tout au long de 2023 et jusqu'en 2024, les terres rares ont fait la une des journaux. Pénurie d'approvisionnement, vulnérabilité stratégique. Les gouvernements se sont empressés de sécuriser leurs approvisionnements nationaux. Les prix ont grimpé sans relâche. Europium, Terbium, des noms auxquels Tony ne pouvait échapper, car ils étaient gravés dans sa mémoire, tout comme la voix douce du Dr. Chen expliquant ce que Paradise Hill recelait réellement. Chaque article le rendait malade. S'il avait agi à ce moment-là, s'il avait révélé la découverte dès qu'elle s'est produite, Paradise Hill aurait pu se transformer du jour au lendemain. Contracts, partenariats, intérêts du gouvernement, plan de développement d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Tony Beats n'aurait pas été un simple mineur d'or prospère. Il aurait été un acteur stratégique, un homme qui aurait façonné des industries bien au-delà du Yukon. Au lieu de cela, il a continué à extraire de l'or de qualité, de l'or rentable, mais de l'or qui, à présent, lui paraissait une distraction, un lot de consolation pour un avenir qu'il avait rejeté par peur, par prudence et par instinct de protéger ce qu'il possédait déjà. C'était là le comble de l'ironie. Tony avait passé sa vie à prendre des risques, à tout miser sur des terrains gelés et des machines rouillées. Mais face au plus grand pari de tous, celui qui aurait pu propulser sa légende au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer, il s'est figé. À l'automne 2024, l'attente était devenue insupportable. L'hésitation, la distance. Les nuits blanches, la certitude grandissante que plus il attendait, pire que serait, Paradise Hill n'était plus qu'une simple revendication. C'était l'heure des comptes. Tony Beats avait bâti sa vie sur la conviction que les actions décisives distinguaient les gagnants des perdants. Et désormais, chaque jour de silence à Paradise Hill lui rappelait une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Le Viking n'avait pas peur de perdre de l'argent. Il craignait le moment où sa famille comprendrait enfin l'ampleur de ses pertes. La révélation. Tout a basculé en septembre 2024 lorsqu'une firme de consultants en géologie, North Star Resources, a publié un article intitulé « Anomalies météoritiques et de terres rares » dans la région du Klondike. Preuve de gisements importants non exploités. Cet article s'appuyait sur les dossiers de recherche du Dr. Chen, combinés à des images satellites et à des études géologiques publiques. Il désignait Paradise Hill, de par son nom et sa description légale, comme le site le plus prometteur du Yukon pour la récupération de météorites et l'exploitation des terres rares. Tony était à Paradise Hill quand Kevin l'a appelé. Sa voix était tendue, empreinte de confusion et de colère. « Papa, il y a un article scientifique qui circule dans le milieu minier. On y lit que Paradise Hill recèle un immense gisement de météorites et des terres rares, d'une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Le moment que Tony redoutait depuis 3 ans était enfin arrivé. Il ne pouvait plus tergiverser. Il ne pouvait plus faire semblant. La vérité était désormais publique, du moins au sein de la communauté géologique et minière, et il était impossible de revenir en arrière. Tony demanda à Kevin de réunir la famille, lui dit qu'il allait tout expliquer, puis resta assis seul dans son camion pendant 20 minutes, cherchant comment annoncer à ses enfants qu'il était au courant depuis 3 ans et qu'il n'avait rien dit. La réunion familiale ce soir-là fut brutale. Tony exposa toute l'histoire. La découverte initiale en 2021, l'analyse du Dr. Chen, les estimations de valeur et sa décision de garder le secret et de poursuivre l'exploitation aurifère. Il expliqua son raisonnement, ses inquiétudes concernant la réglementation et les complications, et sa conviction qu'il protégeait l'entreprise familiale. Puis, il observa le visage de ses enfants, tandis qu'il prenait conscience de la gravité de ses propos. Monica fut la première à prendre la parole, et ses mots les blessèrent profondément. « Tu as trouvé quelque chose qui pourrait valoir 100 millions de dollars et tu l'as tout simplement ignoré, pendant 3 ans, sans nous le dire? » Sa voix n'était pas empreinte de colère. Elle était stupéfaite, incredule. C'était tellement différent de tout ce qu'elle avait imaginé de son père qu'elle n'arrivait pas à y croire. La réaction de Kevin fut la colère. Nous avons travaillé à Paradise Hill en pensant que nous extrayions de l'or. Nous avons pris toutes nos décisions en fonction de la production d'or. Et vous saviez pertinemment qu'un trésor bien plus précieux était enfoui ici? Comment avez-vous pu nous cacher cela? Comment avez-vous pu prendre cette décision seul? Tony tentait de se justifier, d'expliquer les complications et les risques qu'il avait cherché à éviter. Mais ces justifications sonnaient creux, même à ses propres oreilles. La vérité, c'est qu'il avait fait un choix guidé par la peur et l'obstination, et que cela avait coûté une fortune à sa famille. Aucune explication ne pouvait y changer quoi que ce soit. Les implications juridiques sont rapidement apparues. North Star Resources, après avoir publié son étude identifiant le potentiel de Paradise Hill, avait déposé des demandes préliminaires auprès du gouvernement territorial du Yukon afin d'explorer la possibilité d'exploiter des terres rares dans la région. S'il pouvait prouver l'existence du gisement et établir que Tony n'avait pas activement exploité ses ressources, il pourrait peut-être revendiquer le droit d'exploiter les matériaux autres que l'or, même sur la concession de Tony. Ce dernier consulta des avocats spécialisés en droit minier qui lui annoncèrent une nouvelle dévastatrice. Ayant eu connaissance des gisements de météorites et de terres rares pendant 3 ans sans les déclarer ni entreprendre de démarches pour les exploiter, ses droits de propriété étaient potentiellement compromis. La législation minière du Yukon exigeait l'exploitation active des concessions. Tony avait exploité les ressources aurifères, mais avait délibérément négligé tout le reste. Cela pourrait être interprété comme un abandon de ces ressources, ouvrant la voie à d'autres sociétés pour y revendiquer des concessions. L'estimation des pertes potentielles de Tony n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des analyses. Les études géologiques commandées par North Star ont confirmé les conclusions du Dr. Chen. La météorite de Paradise Hill semblait être une masse principale pesant environ 4 à 6 tonnes, la plus importante découverte de palisite en Amérique du Nord depuis plus d'1 siècle. Les valeurs marchandes actuelles des spécimens de palisite de qualité muséale suggéraient que la météorite à elle seule pourrait valoir entre 40 et 50 millions de dollars. Les gisements de terres rares étaient encore plus précieux. Une analyse actualisée a révélé que Paradise Hill contenait un gisement concentré d'europium, de terbium et de dysprosium dans des proportions qui le rendaient exceptionnellement précieux. Dans le contexte actuel de flambée des prix des terres rares et de volonté des pays occidentaux de réduire leur dépendance aux approvisionnements chinois, le gisement de terres rares de Paradise Hill pourrait valoir entre 70 et 120 millions de dollars. Tony a renoncé à une découverte potentielle d'une valeur de 170 millions de dollars. Et parce qu'il a renoncé, parce qu'il a gardé le secret et n'a pas exploité le gisement, il risque maintenant de le perdre entièrement au profit d'une entreprise prête à faire ce qu'il n'a pas fait. Déclarer publiquement la découverte et se battre contre les obstacles réglementaires pour l'exploiter. Que va-t-il se passer ensuite? La bataille juridique ne fait que commencer. Et elle s'annonce féroce. North Star Resources dispose de moyens financiers considérables et d'une équipe d'avocats spécialisés en droit minier. Ils soutiennent que le silence de Tony pendant 3 ans concernant les ressources non aurifères de Paradise Hill équivaut à un abandon, rendant ainsi ces ressources disponibles pour l'exploitation par d'autres parties. Les avocats de Tony soutiennent que son permis d'exploitation aurifère lui confère des droits exclusifs
sur l'ensemble de la propriété, qu'il choisisse ou non de l'exploiter immédiatement. L'affaire devrait durer des années, période durant laquelle les ressources les plus précieuses de Paradise Hill resteront bloquées dans un vide juridique. Tony ne peut les exploiter sans risquer des poursuites pénales pour outrage au tribunal. North Star ne peut exploiter ces gisements sans obtenir gain de cause devant les tribunaux. Pendant ce temps, les deux parties dépensent des sommes considérables en frais d'avocat, tandis que le gisement reste inexploité. Tony a désormais admis publiquement que sa décision de dissimuler cette découverte a été la plus grosse erreur de sa carrière. Dans des entretiens poignants avec les producteurs de Gold Rush, il a fait preuve d'une honnêteté brutale quant à ses regrets et sa crainte d'avoir anéanti l'héritage familial par entêtement et manque de discernement. Le Viking, qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse, la laisse désormais transparaître. Et c'est plus difficile à regarder que n'importe quelle panne de matériel ou catastrophe minière jamais filmée dans la série. La famille Beats est plus déchirée que jamais. Monica et Kevin collaborent avec leur père pour contrer la procédure judiciaire, mais la confiance s'est mise à rude épreuve. Mike a suggéré que Tony devrait peut-être prendre du recul et laisser la génération suivante décider de l'avenir. Minnie soutient son mari, mais elle a clairement exprimé sa déception qu'il n'ait pas fait suffisamment confiance à sa famille pour dire la vérité au moment crucial. Pour Tony, les dernières années de sa carrière sont désormais marquées par ce combat. À 73 ans, au lieu de profiter de son succès et de préparer sa retraite, il est engagé dans une bataille juridique qui déterminera s'il restera dans les mémoires comme une légende des mines ou comme l'homme qui a gâché la plus grande découverte de l'histoire du Klondike. Le stress est palpable, le vieillissant d'une manière que des décennies de labeur éreintant dans les mines n'avaient jamais réussi à faire. Tony Beats a bâti un empire à partir de rien et est devenu une légende. Mais les légendes ne se définissent pas uniquement par leur succès. Leurs échecs les définissent aussi. Et les aveux de Tony concernant Paradise Hill pourraient bien être l'échec qui éclipsera tout le reste de son parcours. Le Viking a découvert un trésor d'une valeur de 170 millions de dollars et l'a abandonné. À présent, il se bat pour récupérer ce qui aurait toujours dû lui appartenir.